Bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints. On va parler aujourd'hui de la maladie d'Alzheimer, des maladies neurodégénératives apparentées à la maladie d'Alzheimer. On sait que il y a beaucoup de personnes touchées en France. Il y a à peu près 1 300 000 personnes qui sont touchées par la maladie d'Alzheimer ou par des maladies apparentées. Ça fait 5 millions de personnes concernées avec les aidants, avec les familles. Là aussi, on va en reparler. On a souvent, tous dans notre entourage, des personnes affectées par la maladie. Il faut savoir quand même que c'est 2 fois plus de femmes que d'hommes qui sont touchés. Et il y a beaucoup de bruit, de rumeurs, de fausses croyances autour de cette maladie. Il y en a trois importantes. C'est inéluctable, ça ne touche que les personnes âgées. Et la recherche n'avance pas. Ou en tout cas, elle piétine. On va montrer que ces idées reçues sont fausses, puisque heureusement, on peut retarder l'apparition de la maladie, bien évidemment si on agit assez tôt. Là aussi, on va voir ce qu'on peut faire. Mais d'abord, on va voir comment cette maladie peut faire une éruption dans une famille et comment on peut essayer de repérer cette maladie. Je vais demander à Élodie Fontan et à Tom Villa et au docteur Nicolas Villa de bien vouloir nous rejoindre. Nicolas Villa qui est neurologue, chercheur. Merci d'avoir accepté de venir. Merci à tous les deux. Avec plaisir. Élodie, tu es actrice et engagée auprès de la Fondation Recherche Alzheimer parce que tu es concernée directement. Oui, je suis concernée. J'ai ma grand-mère qui a été touchée par la maladie d'Alzheimer. Donc c'est vrai que quand ils m'ont contactée il y a 2 ans pour faire partie de leur campagne de sensibilisation, c'était logique d'y participer. Voilà. Tom, tu es comédien. Oh là, il y a un blanc tellement long. Non, je vois marqué humoriste. Bon. Ah non, ça c'est toi. Chroniqueur. Oui. Et il y a quelques années, tu as fait une chronique sur la maladie d'Alzheimer. On le regarde. Donc là, c'est le moment où je dois faire des blagues. Voilà. Non, en tout cas, on peut féliciter la maladie qui a eu la délicatesse d'attendre le départ de ma grand-mère pour attaquer son mari. Pendant 12 ans, il a tenu la baraque sans broncher. Et d'un coup, tout a lâché. Un peu comme une bagnole qui tombe en panne au moment où tu arrives sur le lieu de vacances. Voilà. Non mais c'est fou, quasiment du jour au lendemain. Alors je vais parler de mon expérience personnelle. Parfois Alzheimer apparaît progressivement, on commence à avoir quelques indices. Un proche qui oublie une date, un grand-père qui oublie un visage, un ministre de l'économie qui oublie de déclarer un compte en Suisse, bref, la paperasse. Mais le vrai point de départ commence le jour où il y a des petites hésitations. La personne cherche ses mots, elle a une petite inversion de prénom. Alors au début, la personne, elle sait pas qu'elle mouline, mais elle veut garder bonne figure. Tu sais, oh, ça va, attends, on peut plus faire de blagues. Attends, je sais que tu t'appelles Olivier, puisque François, bah oui, alors, voilà, on peut plus déconner, voilà. C'est pas facile. Ouais, c'est un extrait. C'est un extrait. C'est pas facile parce qu'en plus, tu es évidemment concerné. C'est à l'âge de 13 ans que tu as appris que tes grands-parents étaient touchés par. Ma grand-mère, ouais. Ta grand-mère était touchée par la maladie d'Alzheimer. Tu gardes un souvenir de cette annonce déjà à 13 ans. Tu savais de quoi on parlait? Bah oui. J'ai compris rapidement. Après, disons le diagnostic s'est fait peut-être un petit peu plus tardivement, parce que mon arrière-grand-mère devait avoir Alzheimer aussi, donc la maman de ma grand-mère, et on me racontait des anecdotes où, par exemple, je sais pas, elle cuisinait, tu sais, des pommes de terre sautées à la poêle, et puis un coup, tout le monde mange, et puis il y a un goût bizarre, et en fait, elle n'avait pas mis d'huile d'olive, mais du pec citron. Donc voilà, ce genre de truc-là. Donc on me racontait ces anecdotes quand j'étais petit. Et puis après, effectivement, j'ai vu l'évolution un peu de ma grand-mère. Et puis il y a eu le diagnostic. Et puis la sentence est tombée. Et puis on a vu l'évolution de cette maladie l'emparer, quoi. Et toi, Élodie, premier diagnostic, l'annonce de la maladie, quel souvenir tu gardes finalement de tous ces premiers moments? Les premiers moments, j'étais petite, alors je pense que je ne me rendais pas réellement compte. Je le voyais à travers les yeux de mes parents, je le voyais à travers l'appréhension et la tristesse dans le regard de mon père, je pense, mais ça me paraissait assez flou. Donc voilà, je m'en suis rendu compte aussi après. Moi, petit à petit, j'avais pas d'autres proches qui avaient été touchés par cette maladie. Donc je m'en suis rendu compte petit à petit, avec un regard de petite fille à l'époque, quoi. Est-ce que tous les deux, vous êtes, à partir de l'annonce de cette maladie chez vos proches, vous vous êtes renseignés sur cette maladie, en dehors de participer à la fondation? Est-ce que vous êtes allé chercher des infos pour voir ce que c'était, comment ça fonctionnait dans le cerveau, qu'est-ce qui se passait? Ou est-ce que finalement vous êtes resté sur ce diagnostic en vous disant j'ai pas envie d'en savoir plus? À l'époque de l'annonce pour ma grand-mère, moi j'étais petite, donc je me suis limitée à ce que me disaient mes parents. Mais oui, plus tard, parce que j'ai d'autres personnes aussi dans mes proches qui ont été concernées par cette maladie. Donc forcément, on essaye d'en voir un peu plus. Après, on a le réflexe un peu d'aller voir sur Internet tout ce qu'on peut trouver. Je ne sais pas si c'est le meilleur.
Mais c'est le réflexe qu'on a un peu automatiquement. Ça donc, dépend où tu vas les chercher. Oui. oui, c'est ça, un peu partout. Un peu partout. Si tu écoutes France Inter, par exemple, tu as les symptômes. Et toi, tu es allé te renseigner? Oui, mais alors pour le coup, moi quand c'est tombé, c'était au début des années 2000, et je trouve que c'est un peu là, enfin si je dis une bêtise, arrêtez-moi, mais que c'est le début où on commençait vraiment à mettre un nom sur une maladie, là où avant c'était oh bah machin, elle perd la boule. Oui, c'est ça, il y avait une démence, etc. Donc là, il y avait vraiment un coup de tampon sur la carte de fidélité, quoi. Alors Nicolas, tu es chercheur. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un qui est touché par la maladie d'Alzheimer? C'est compliqué à comprendre même pour le grand public, parce qu'il y a notamment deux choses importantes qui se passent. Est-ce que tu peux nous le vulgariser? Alors, si on essaie de vulgariser, vous savez que votre cerveau est composé de multiples petites usines qu'on appelle les neurones. Et donc, ces neurones se mettent à dégénérer tout simplement. Normalement, ils durent toute notre vie. Ils sont avec nous depuis la naissance et ils vont jusqu'à la mort. Et là, ils meurent plus vite qu'attendu, donc ils fonctionnent moins bien. Et petit à petit, certaines régions du cerveau sont touchées, notamment en premier les zones de la mémoire, ce qui explique que les premiers signes sont d'abord la mémoire. Et malheureusement, après, la maladie s'étend de part en part. Et c'est les zones après qui sont impliquées dans le langage ou dans l'agilité ou dans le comportement qui peuvent être touchées petit à petit avec l'évolution de la maladie. Donc c'est cette dégénérescence qui caractérise la maladie. Et cette dégénérescence, elle est liée à l'accumulation d'une sorte de glu entre les neurones qu'on appelle le peptide amyloïde, qu'on a tous dans le cerveau, qui normalement flotte comme ça tranquillement, nous protège un peu de certaines infections. Et puis, à un moment donné, dans cette maladie, se met à s'agréger de façon anormale. Et là, ça fait des grosses boules de neige, des grosses glues, et les neurones s'empêtrent un peu là-dedans et ils se mettent à dégénérer ensuite autour. Et l'une des zones les plus touchées précocement et de façon plus importante, c'est l'hippocampe, qui est la zone principale du cerveau, là où on emmagasine toute la mémoire. Exactement. On parle souvent de réserve cognitive. Alors la réserve cognitive, c'est un grand terme scientifique qui englobe beaucoup de choses, qui dit en fait, de manière très simple, qu'on va mieux faire face à la maladie si on a beaucoup de neurones et beaucoup de synapses à la base. Donc si on a fait typiquement des grandes études, mais pas que. Si on est très curieux, qu'on continue de s'entretenir intellectuellement tout au long de notre vie, on a beaucoup de neurones, beaucoup de synapses, ce qui fait que quand la maladie va apparaître, il va y avoir cette dégénérescence. Finalement, les symptômes vont mettre plus de temps à apparaître, voire plus lentement, puisqu'on aura plus de matériel pour faire face à la maladie. Et c'est pas le nombre de neurones qui compte en général, on dit, ce sont les synapses, c'est-à-dire les connexions entre neurones, parce qu'on a 100 milliards à peu près de neurones à la naissance, et on en perd 100 000 par jour dès la naissance, à peu près. Donc, si on fait... C'est pour tout le monde ou il y en a qui perdent plus vite des gens de... Non. On peut te faire une IRM si tu veux, mais c'est un peu compliqué, mais on peut... Tout le monde, à peu près, c'est pas un chiffre précis, mais on en perd à peu près 100 000 par jour. Mais on a une telle réserve, cette fameuse réserve cognitive, et cette réserve de neurones, si tu fais le calcul 100 000 multiplié par le nombre de jours que tu passes dans l'année, tu verras que les 100 milliards, ça nous permet quand même de vivre tranquillement assez longtemps. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent faire penser qu'on a peut-être face à nous une personne qui souffre de maladie neurodégénérative, qui est le terme général pour désigner le Parkinson, l'Alzheimer, etc. Aujourd'hui, on reste bien sûr autour d'Alzheimer et des maladies apparentées. Est-ce qu'il y a des symptômes qui doivent inquiéter chez quelqu'un? Parce que chez nous, on ne se rend pas compte, on ne voit pas trop les symptômes soi-même. Il y en a plusieurs. On en a parlé, on a parlé de l'hippocampe, donc la mémoire, c'est en général la forme la plus classique, on dit typique de la maladie d'Alzheimer. Donc il y a des oublis, mais c'est pas des oublis classiques comme on va perdre ses clés. Moi je les perds tout le temps, mes clés. C'est des oublis un peu plus sévères, c'est-à-dire des oublis où on est sûr que c'était important pour l'individu. Il y a un blackout complet de ce souvenir, a posteriori, où il va se perdre dans un endroit où cette mémoire elle est devenue tellement fragile qu'on a besoin de l'aider au quotidien. Et c'est aussi, finalement, l'élément important et clé, c'est la notion de déclin. C'est-à-dire que si on a toujours été oublieux toute sa vie, finalement, à 20, 30, 40, 50, 60 ans, c'est pas grave, on oublie, on a toujours oublié, ça m'inquiète pas. Ce qui m'inquiète plus, c'est si les 3, 4, 5 dernières années, on voit quand même que les choses, significativement, s'aggravent de plus en plus, et c'est ça qui doit nous amener à consulter. Mais on dit souvent qu'en vieillissant, on devient de moins en moins attentif. La concentration est moins importante en vieillissant. Est-ce que ça peut pas seulement être cette distraction qui arrive en vieillissant qui pourrait expliquer tout ce que tu donnes comme symptômes?
Absolument. C'est pour ça d'ailleurs que... Ou que tu t'inquiètes pas pour toi. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs qu'on est là et qu'on fait ce métier-là, parce qu'on doit effectivement faire le tri. Et ce que tu dis, Michel, est exactement ça, c'est-à-dire il faut faire le tri entre ce qui est attentionnel. Ce qui est attentionnel, la plupart du temps, dans 99% des cas, c'est pas Alzheimer, c'est autre chose. Et l'authentique trouble de mémoire, qui, lorsqu'on force la concentration, ne marche plus, le disque dur n'enregistre plus, même quand on le force à se concentrer, ça, c'est plus inquiétant. Et comment on explique que, par exemple, un malade d'Alzheimer ne se souvient pas de ce qu'il a mangé le midi, mais il a un souvenir très précis d'un truc d'il y a 50 ans? Alors ça, c'est parce que la maladie d'Alzheimer, elle touche d'abord la mémoire, mais ce qu'on appelle le stockage en mémoire, l'enregistrement de nouveaux souvenirs. Donc, à partir du moment où la maladie apparaît. Donc si la maladie apparaît, on va avoir du mal à enregistrer les nouveaux souvenirs. Est-ce qu'on a mangé le midi en fait partie. En revanche, les souvenirs plus anciens, eux, vont être touchés dans la maladie, mais plus tardivement. Ce qui fait qu'il y a un moment où, effectivement, on est dans un entre-deux, où le patient va plus se souvenir de ce qu'il a fait le midi, la veille, le Noël dernier, il y a 6 mois, mais en revanche, quand il s'est marié, la naissance de ses enfants, les souvenirs vont être très clairs très longtemps. En général, quand on fait le diagnostic de maladie d'Alzheimer, c'est un tsunami qui arrive dans une famille, et les parents sont désemparés, ou les enfants de vos grands-parents sont désemparés. Est-ce que c'est ce qui est arrivé dans vos familles respectives ? Ah oui, moi je pense que on sent en tant qu'enfant quand on essaye de nous cacher un peu les choses et de nous préserver, parce que moi j'étais assez jeune, mais oui, j'ai senti que c'est quelque chose qui atteignait tout de suite mes parents, que ce soit mon père, parce qu'il était fils unique, il est fils unique, donc soit lui ou ma mère qui essayait quand même d'être très présente du coup pour ma grand-mère, d'y aller souvent. En plus moi j'avais perdu mon papy tôt, donc elle était toute seule, donc devoir faire les allers-retours, la faire venir à la maison, je sentais que c'était devenu un sujet quand même qui était très présent et qui les préoccupait beaucoup. Et toi, Tom ? C'est tsunami, je sais pas. Ouais, je trouve c'est plus les marées. Ça va, ça vient. Il y a ce truc où, pour le coup, on voyait mes grands-parents toutes les semaines, et justement, on voyait le truc progresser avec des petites inversions de prénoms. Ma grand-mère se trompait entre ses 2 fils, mon papa et mon oncle, et puis des fois entre ses petits enfants. Et puis il y avait ce truc-là au début où on se dit et puis après on comprend qu'en fait c'est la maladie qui progresse. Et puis effectivement t'as beau la reprendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, malheureusement, ça va pas y faire grand-chose, quoi. Vous allez, au cours de ce qu'on va appeler une émission, pour simplifier, vous allez pouvoir répondre à des questions, à faire des tests. Je vous demande de prendre vos portables et de scanner les QR codes que vous avez ici, à gauche et à droite, pour pouvoir répondre. Est-ce qu'il t'arrive d'oublier des objets usuels, lunettes, sacs, clés, stylo, Nicolas a répondu pour lui, à ton domicile ou ailleurs? Vous pouvez répondre parfois, déjà on est à 100% de parfois, souvent ou presque toujours. Alors vous inquiétez pas, c'est anonyme, on va pas faire des diagnostics ce soir. Voilà, il y en a quand même quelques-uns qui c'est presque toujours. Ça va pas être facile pour rentrer chez soi quand c'est presque toujours. Hein. Donc, inquiétant, pas inquiétant? La plupart du temps, c'est pas inquiétant. C'est pas inquiétant parce que oublier ces objets usuels, ça met en jeu beaucoup les fonctions attentionnelles parce qu'on fait de multiples choses à ce moment-là. On est en train de penser à autre chose, on fait autre chose, etc. Et donc, on n'est pas concentré à ce qu'on fait la plupart du temps. Ce qui fait que si on a une fragilité de l'attention parce qu'on a mal dormi la veille, parce qu'on est anxieux, parce qu'on a toujours eu une attention un peu fragile, eh bien, tout de suite, ça peut chuter. Donc, ça peut être inquiétant quand ça devient vraiment quand on a une pente très forte et que ça devient handicapant. Pour autant, dans 99% des cas, ça ne l'est pas. Ça t'arrive jamais de quitter une pièce chez toi, oui, d'aller dans la cuisine et d'arriver dans la cuisine en te disant qu'est-ce que je suis venu chercher? Non. Jamais ça t'arrive ça? Non. T'as pas de cuisine? Non, alors en fait, je vis dans un studio, donc tout est dans la même pièce, donc globalement, c'est peut-être pour ça. Non, pas ça. Ah si, ça m'arrive. C'est très agaçant. Ouais. On arrive à la pièce, on se dit mince, pourquoi je suis venu là déjà? Après, ça revient, mais t'as un petit moment comme ça d'égarement. Et ça t'inquiète ou pas, ces petits moments de... Non, parce que ça dure pas longtemps. Ceux-là, non. Puis pareil, je paume toujours mon téléphone, mais pas très longtemps. Mais ça arrive très souvent. Et le meilleur moyen de savoir pourquoi on était dans la cuisine, c'est de retourner dans le salon, tu sais. Oui, c'est vrai. Plus. Tu retournes d'où tu pars. C'est vrai. Ouais, bien sûr. Tu regardes, tu dis, attends, qu'est-ce que je faisais il y a 3 secondes? Ah oui, c'est ça qui m'a fait penser. Mais alors, j'ai pas ce truc-là, mais j'ai ce truc de... Quand t'auras un appartement, fais-le. Ah chouette. Non, j'ai ce truc de, est-ce que j'ai fermé la voiture? Ah, ça c'est un toc, quoi.
Ça s'appelle un TOC. Ah, un trouble d'accord, ok. obsessionnel Très bien. compulsif. Non, mais ça vous est jamais Mais c'est bien arrivé aussi. de. C'est- Est-ce que j'ai fermé la voiture et... Pas 10 fois Non, de ça, suite, non. non. Non, pas 10 fois de suite. Non, mais c'est pas le gaz ou la serrure, etc. Ouais. Non, mais alors par contre, j'ai un truc mnémotechnique, je crois qu'avait donné Fabien Olicard. C'est au moment où tu dis, tiens, est-ce que j'ai fait. En fait, au moment où tu fermes la voiture, tu dis, je ferme la voiture, et comme ça, Ça, tu t'en Et rappelles. le surtout, cerveau et l'enregistre. surtout, ce qui est fréquent aussi, on garde la voiture, si on habite dans un appartement, on la garde dans une des rues, et que le lendemain matin, on tu se sais souvient plus plus. où tu l'as garée. Parce qu'au moment où tu garais ta voiture, au moment où tu as fermé, tu pensais à autre chose. Tu n'as pas mémorisé. C'est pareil, il faut dire, je l'ai garé dans cette rue. Si tu, si tu as l'expression orale et que tu le fais, tu vas bien rentrer ça dans ton cerveau. Comme dans un N'est-ce pas, parking, ou sinon il faut prendre la place en photo. Absolument. C'est Voilà. très Je pratique. suis pas aussi. neurologue, mais, Le numéro de Et, place. mais je suis amnésique. Effectivement, le chemin, c'est classique. Et ça montre la différence entre la concentration et la mémoire. C'est-à-dire, effectivement, l'information, elle était bien enregistrée, en fait, sur ce à quoi on pensait. Elle est toujours dans le cerveau. Et c'est la différence avec la maladie d'Alzheimer. C'est-à-dire que la maladie d'Alzheimer, on a beau leur donner des indices, beau leur répéter, vous étiez en train de faire ça. Malheureusement, ça n'a pas enregistré le disque dur, marche plus. Est-ce qu'il vous arrive d'oublier des rendez-vous importants? C'est la question suivante. Vous pouvez toujours répondre avec vos smartphones si vous ne l'avez pas éteint. Élodie? Ça, non. Important, non. Genre un casting. Non. Genre Bah le non, premier jour de j'en ai pas tournage. tous les jours, je me rappelle quand j'en ai. Ce serait dommage. Non, ça, non. Je tourne très peu, donc je les oublie Rendez-vous. pas. C'est ça, je les note Ouais. bien. c'est cela. Moi, j'en ai raté, mais j'en ai pas oublié, hein, ça c'est sûr. Et j'ai pas oublié que je les avais ratés. Pas de rendez-vous important parce que non. là, effectivement. Alors parfois quand même, hein, Bah oui. Donc bon. parce qu'il n'y a pas jamais. Non, il y a S'il pas avait jamais. Vous On auriez est- tous répondu jamais, évidemment. Obligatoirement, on en oublie. Donc ça Mais c'est vous, pareil. ça vous arrive d'oublier des rendez-vous importants? Non, Non. j'ai jamais de rendez-vous important. Ça dépend comment on est censé comprendre le important, en fait. Hein, c'est toujours la même chose. Il peut y avoir des différences Alors, de perception. Hein. Et la question suivante, est-ce qu'il vous arrive d'oublier le nom ou le prénom d'une connaissance plutôt familière? C'est quelqu'un que vous voyez pas tous les jours, bien évidemment, mais quelqu'un que vous connaissez, et puis là, vous vous dites, oh la vache, comment je vais lui dire bonjour machin. Vous êtes avec quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un que vous connaissez, et là, vous dites, je te présente... Ouais. Hein là, ça nous arrive. Ouais. Ça vous On arrive, le ça vit, Ah on bah, vous visualise avez bien raison, ce moment. Nagui. Vous avez raison, ça peut arriver à tout le monde. Ouais, non, c'est compliqué. T'as une astuce là-dessus ou pas du tout? Non, parce que moi, je suis. C'est tout à fait mon genre. Et puis, dans notre métier, on croise quand même pas mal de monde. Ces moments de gêne où j'arrive à une soirée et je sais qu'il y a des personnes que je suis censée reconnaître et qui viennent me parler. Et je me dis, merde, c'est qui? Et j'ai impossible de. Où les gens, effectivement, on les voit dans un contexte différent. Ouais. Et là, pareil, je me dis, je le connais, mais alors, du coup, je fais le tour dans ma tête pendant qu'il me parle boulot, non, pas boulot, cheval, non, pas cheval. Oui, en Bref, plus, quand tu je vois fais tout le temps. dans différents, C'est dans horrible, différents c'est contextes, etc. Moi, C'est très mon gênant. truc, c'est que quand je rentre dans une soirée comme ça et que je me dis, putain, il y a quelqu'un là-bas, je connais, qui me regarde, qui me fixe et tout, et je sais que je connais la personne. Moi, je regarde mes pieds. Ouais, non, mais, et qu'il faut y aller pour se présenter. En général, je dis, bah, je vous présente ma femme, ou je te présente Nathalie, et comme ça, Ah oui, la tends personne main et se l'autre donne présente. son prénom. Ouais, ça, c'est pas Ou bête. je demande à ma femme, est-ce que ça te dit quelque chose? Et un jour comme ça, je me suis foutu de la gueule de la personne parce que je sais pas, j'étais tellement mal à l'aise en lui racontant n'importe quoi dans un magasin en me disant comment tu vas, je l'ai embrassé comme du bon pain, etc. Il y avait son mari à côté, il était en costume en plein été, costume velours. Je lui ai dit putain, tu sors d'une bar mitzvah et tout. Je sais pas ce que j'étais pas Ah oui. bourré. Hein. Non, j'étais allé à fond tellement j'étais emmerdé, j'étais gêné, je savais pas. Et au moment où je lui dis bon bah je vais refaire la queue parce qu'on était dans une sandwicherie, elle me dit d'accord, il faudrait que je revienne vous voir docteur parce que j'ai toujours mal aux oreilles. Et là, Ah, c'est pas mal. et là on est très mal. Alors donc parfois, est-ce que c'est inquiétant ou pas? Parfois non, c'est pas très inquiétant. La preuve, vous en êtes très loin de l'Alzheimer et ça vous arrive aussi. Néanmoins, à nouveau, ce qui doit inquiéter, c'est quand même le déclin. Hein, si vous avez toujours eu du mal à retrouver le nom des gens tout au long de votre vie, voilà. En revanche, si ça commence à apparaître de plus en plus et de plus en plus gênant, à nouveau, là, ça doit quand même être un signal d'alarme. Tout à l'heure, on était sur l'encodage en mémoire, l'attention avec les objets qui souvent flottent. Là, on n'est plus sur la récupération. On sait qu'on a cette information et c'est Google, c'est notre moteur de recherche en mémoire qui a du mal, qui se grippe un peu. Donc ça, c'est en général moins inquiétant. Le meilleur exemple, c'est l'étudiant qui est devant sa question d'examen et qui dit « Ah mince, là je sais plus. Ah mais si, en fait, c'était sur cette page, je l'avais surligné en jaune, c'était en haut à droite, mais je me souviens plus. » Et dès qu'il sort de l'examen, ça va lui revenir tout de suite. Donc, nous qui sommes tous les trois acteurs, hein, on a des petits trucs pour apprendre un scénario. Moi, je fais des petits dessins à côté des répliques. Ah ouais.
Ah ouais. Ah, c'est Moi, j'ai des original. bandes dessinées, mais c'est Ah ouais. les scénars. C'est Les bandes pratique dessinées, pour- je les conserve entre tellement, les notes et les, Ah ouais, les petits ouais. dessins. Je sais pas comment tu. Bon, enfin, on en parlera, on se Moi, donnera non, un je autre fais pas truc. de dessin, mais Toi, j'essaierai. et toi qui fais des one man, comment tu mémorises tout ça? C'est une très bonne question. Au début, en fait, j'avais des fiches au cas où, et en fait, je m'en servais jamais. Donc, en fait, tu te rends compte qu'en l'apprenant, et puis je l'apprenais par bout, je faisais des sketchs de 5-10 minutes, donc il y a un moment, quand tu colles tous les bouts, ça fait le spectacle entier. Mais Jamais eu de trou de mémoire? Non, 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 non. Non. Et justement, entre deux périodes longues où je n'ai pas joué, j'avais une captation faite rapidement à l'iPhone et je la re-regarde un coup, et ça réenclenche tout dans le cerveau et voilà. Deuxième partie, on va voir comment très concrètement on peut modifier ou essayer de retarder l'apparition de la maladie. Alors on dit régulièrement que ça dépend à 55% de notre patrimoine génétique, l'apparition de l'Alzheimer, et à 45% de nos modes de vie. D'abord les chiffres, c'est ça? C'est ça. Bon. Alors, nos modes de vie, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'épigénétique. Autrement dit, on va essayer de simplifier. L'épigénétique, c'est on a des gènes sur lesquels on peut agir en fonction de notre mode de vie, de notre hygiène de vie. On peut les mettre sur on ou les mettre sur off en fonction de ce qu'on va faire. Et on sait aujourd'hui qu'une très grande part de notre patrimoine génétique, on a la main dessus finalement. On va prendre un exemple simple, peut-être que ça, et qui peut avoir aussi un effet sur l'apparition de l'Alzheimer, c'est l'activité physique ou le sport, qui va aider à retarder l'apparition parce on veut mettre le gène de l'activité physique sur on, donc qui va nous apporter des bénéfices et des bienfaits. Absolument. Donc ces pourcentages sont initialement venus d'études de jumeaux. Jumeaux homozygotes, hein, donc le même œuf, et on s'est rendu compte qu'effectivement c'est à peu près ce 55% qui est notre patrimoine génétique commun qui explique la maladie d'Alzheimer et 45% qui est le reste, donc l'exposition différente à l'environnement. Et comme tu le dis Michel, il y a effectivement une exposition différente qui peut être positive pour l'activité physique, qui peut être toxique, comme la pollution de l'air, comme le stress, etc., qui vont effectivement au contraire activer des gènes plutôt de vieillissement cérébral accéléré. En jouant sur ces différents facteurs, on va modifier effectivement l'épigénétique, donc l'expression de nos gènes, et effectivement impacter sur la biologie de la maladie. Alors c'est important parce que ça c'est assez récent, hein, on va en parler tout à l'heure, on n'a pas encore de médicaments pour traiter la maladie d'Alzheimer, mais on a toutes ces petites choses qui, dans les changements d'hygiène de vie, de mode de vie, qui peuvent permettre de retarder l'apparition. Alors d'abord, est-ce que ça permet de retarder ou est-ce que ça permet d'éviter? Les deux. Ça permet de retarder pour certains qui ont justement un risque génétique assez fort, où la maladie malheureusement apparaîtra parce que le patrimoine génétique est défavorable. Pour autant, le fait d'avoir aligné toutes les bonnes cases sur le plan de l'environnement permettra de retarder l'entrée dans la maladie, permettra d'éviter l'effet 1 plus 2 plus 3, où non seulement j'ai les mauvais gènes, mais en plus je vais ajouter l'environnement. Et puis pour ceux qui ont le patrimoine génétique plus favorable, ça va éviter justement de rentrer dans la cascade de la maladie. Du coup, c'est héréditaire ou pas quand vous dites le patrimoine génétique? Qu'est-ce qu'on entend par là? Comment on peut le savoir? Alors, il y a deux dimensions dans la génétique, c'est un petit peu complexe. Il y a la maladie d'Alzheimer qu'on appelle génétique dans le sens monogénique. Il y a une seule modification à un seul endroit dans votre génome qui assure qu'il y aura la maladie dans 100% des cas. Ça, c'est extrêmement rare, ça existe. C'est 0,1 à 0,5% des cas. C'est ceux qui passent à la télévision. J'ai Alzheimer à 40 ans, malheureusement. Et pour le reste, ceux qui n'ont pas ces modifications ponctuelles dans le génome, en fait, on a tous des variants dans nos gènes, hein. C'est pour ça qu'on n'a pas le même visage, qu'on n'a pas la même taille, qu'on n'a pas les mêmes yeux, etc. Et ces variants, certains, sont plus ou moins associés à un surrisque statistique de développer la maladie. Par exemple, le variant X, par rapport au variant Y sur le même gène, il va être à fois 1,2, l'autre fois 1,3. Et on a comme ça environ 80 gènes, 80 variants qui ont été identifiés, qui nous confèrent individuellement un tout petit surrisque, mais qui malheureusement, quand on les aligne tous dans le mauvais sens, arrive à ces 55%. Vous êtes inquiet, vous, d'avoir hérité de gènes éventuellement parce que c'est votre famille, parce que c'est vos ascendants? Alors moi, oui, j'ai déjà pensé. Hein. Et puis vu qu'en plus, je suis du genre, effectivement, à avoir... quand je vois quelqu'un me dire « Mince, je le connais, mais j'ai ma meilleure amie qui est comme moi. » Et les deux, on s'est déjà dit genre « Oh là là, dis donc, tu te rappelles plus qui c'est? Non, moi non plus. Oh là là !» Donc non, on s'est déjà posé la question et on y a déjà pensé. Très honnête. Tom? Oui, énormément, ça fait peur. Et puis, pour moi c'était ma grand-mère, mais c'est bête ce que je veux dire, mais ma grand-mère, je l'ai toujours connue vieille,
Mais là, effectivement, quand je vois l'évolution de la vie, mon papa, ma mère, et puis je vois par exemple ma sœur qui a eu un bébé, je me dis, bon, bah là, effectivement, je comprends encore plus aujourd'hui, je trouve, la tristesse qu'avaient mes parents à l'époque, effectivement, de voir un moment où tes parents te reconnaissent plus, quoi. Et comme vous suivez l'actualité autour de la maladie d'Alzheimer, je suppose, est-ce que ce qu'on vient de dire sur ce qu'on a appris récemment sur les modes de vie, sur l'hygiène de vie, sur tout ce qui peut permettre de retarder ou d'empêcher l'apparition de cette maladie d'Alzheimer, fait que vous avez vous-même changé votre hygiène de vie? Alors moi, il y a des choses que je sais et que je n'ai pas encore vraiment mis en place, comme le sommeil, où je sais que j'ai de très mauvaises habitudes qu'il faut que je change. Donc j'en ai conscience, mais je les ai pas encore forcément appliquées. C'est quoi les mauvaises habitudes? Couche tard? Ouais, j'ai une grosse couche tard et je dors pas je dors pas assez et j'en ai conscience. Après, j'ai changé mes habitudes sur plein d'autres choses où je suis devenue maman aussi, donc forcément j'ai changé mes habitudes. Enfin, j'ai jamais mal mangé, de la malbouffe ou quoi que ce soit, mais voilà, j'achète beaucoup plus de bio, j'essaye de tout préparer maison. Enfin voilà, j'ai changé surtout mes habitudes là-dessus. J'ai toujours fait du sport, mais voilà, j'ai quelques habitudes encore à changer, mais j'en ai conscience. T'as pris conscience de tout ça, Oui. toi, Tom? Ouais, moi, j'ai fait Manifestement, un gros, j'ai fait un gros virage il y a 3 ans où j'ai arrêté de fumer. Je fumais un paquet par jour, donc j'ai arrêté. Et depuis 1 an et demi, 2 ans, je me suis mis à la course à pied. Là, tu vois, je fais le semi-marathon et le marathon dans 1 mois et demi de Paris. Et ouais, ça change. Et puis de déclencher des endorphines, etc. Et d'ailleurs, au niveau des sports, je crois que, dites-moi si j'ai une bêtise, mais sur le plan neurologique, c'est le tennis, les sports de raquettes qui sont les plus performants parce que c'est à la fois physique et il y a en même temps la stratégie de mettre la balle dans des endroits dites-lui particuliers. oui, parce que sinon... Oui, Sinon, on va y passer un quart d'heure. J'ai Ouais. fait du tennis. Non, je vais même pas. Non. Pas spécialement. Il y a pas un Voilà. sport meilleur qu'un autre. Voilà, Yes. très bien. Merci beaucoup, Tom. Toi, Bon, bah, j'hésiterai pas, surtout. Merci. ouais, tu peux Ça arrêter. stimule le système nerveux, il n'y a aucun doute. Après, que c'est vraiment été démontré comme supérieur, par exemple, à un football où il va quand même falloir en permanence guetter la balle où je me place, imaginer le geste et comment je vais frapper au but. Je sais pas. Et alors, la boxe, par exemple, non Alors oui, alors en revanche, s'il y a des sports plutôt négatifs, c'est bien effectivement les sports de combat et la boxe, avec les traumatismes crâniens à répétition qui ont été clairement identifiés comme un facteur de risque de développer la maladie d'Alzheimer, enfin des troubles cognitifs en tout cas de manière générale. C'est vrai que le foot, quand on entend les interviews des joueurs à la fin des matchs, on a l'impression qu'ils ont tous des maladies neurodégénératives. Après, tu sais, ils font des têtes, donc le ouais, ballon, ça c'est passe. vrai, Ils ont fait de la boxe avant, peut-être. Ils ont fait les deux. À part le mot voilà, on se demande si, tu vois, s'ils n'ont pas oublié un vocabulaire. Enfin bon, ça c'est un... Est-ce une dégénérescence ou est-ce neurodéveloppementale? Oui, mais je pense que même c'est un biais de recrutement. Avec les équipes de la Fondation Recherche Alzheimer, on vous a préparé un petit test auquel vous allez participer. Reprenez vos smartphones. Pour ceux qui n'ont pas encore compris le QR code, là, vous le prenez. Ouais, vous appuyez en bas sur la petite touche jaune. Et on va répondre à plusieurs questions. Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous des légumes, notamment verts avec des feuilles, plus de 5 fois par semaine ou moins de 5 fois par semaine ou jamais? C'est très précis. La forme des feuilles n'a pas d'importance. C'est des légumes, notamment verts. Vous avez vu qu'on ne vous donne pas le nom des légumes. Alors, on a plus de 5 fois par semaine, ce qui est pas mal, en majorité. Pourquoi ces légumes? Pourquoi ces légumes? Parce que les légumes, ça favorise le transit et puis qui impacte le microbiote qui lui-même impacte également les maladies neurodégénératives comme Parkinson et plus indirectement Alzheimer. Et puis manger 5 fruits et légumes par jour, c'est aussi excellent parce que ça apporte plein de vitamines, plein de nutriments qui sont bons pour prévenir ces maladies. On a montré qu'un déséquilibre du microbiote, de ce qu'on appelait la flore intestinale, a des répercussions sur l'apparition de la maladie? Oui, alors c'est plus clair dans la maladie de Parkinson que dans la maladie d'Alzheimer, mais effectivement, il y a un lien, ce fameux lien intestin-cerveau qui est de plus en plus exploré et qui a été vraiment assez bien étayé dans le cadre du Parkinson. Oui. Manger des légumes? Oui, mais ça pas oui. forcément pour... Non, Moi, je suis à moins. Hein. Je vais pas vous mentir, je suis à moins de 5 fois par semaine. Non, moi je fais beaucoup de soupe et non, je mange beaucoup de légumes. Le microbiote, tout ça vous parle? Déjà, j'aime et évidemment, j'en ai conscience que c'est très bon pour la santé, que ce soit les fruits. Donc, j'ai mon kiwi tous les matins, j'ai ces petites habitudes. Beaucoup de vitamine C dans le kiwi, c'est Oui, très bien. je sais. Oui, mais même si tu sais, tu ne Kiwi. dis pas je sais, parce que c'est moi qui sais et que c'est moi qui Non, je sais. savais voilà. pas, Ah, merci c'est bien, on pour est venu cette- pour se faire engueuler, merci. Hein. Ah. Oui, le tennis, oui, les kiwis, super. Deuxième question. Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous des sucreries, pâtisseries, produits transformés, y compris fast-food?
Ils vont se dire, oh là là, il ne faut pas que je dise ce que j'en mange, je me fais engueuler. Au moins 4 fois par semaine, moins de 4 fois par semaine ou jamais. Sucrerie, pâtisserie, bon alors c'est moite-moite. Hein, là. Vous êtes très sucre? Alors moi, je mangeais beaucoup de bonbons avant. Et gamine, oh là là, beaucoup. Et maintenant, non, plus trop. Et effectivement, dans produits transformés, fast-food et tout, non, pas du tout. Sucre? Bonbons, j'ai jamais été bonbon. Par contre, tu me laisses des chips, je te dégomme le paquet. Donc, produits Tu n'as transformés. pas touché, j'ai vu dans la Ben, loge. je me suis, ouais, j'avoue Tu que t'es je fait me suis. violence. Mais j'en ai Tu t'es pris fait 5 violence, dans ma poche de manteau. Non, en vrai, oui, si, pas un peu de produits transformés. Je sais que c'est Alors, pas bon, mais oui. Effet de tout ça sur la maladie d'Alzheimer? Ça, c'est beaucoup plus clairement identifié. Ça joue sur le diabète, risque de diabète, risque d'hypercholestérolémie, risque d'obésité. 3 facteurs de risque clairement identifiés dans les troubles cognitifs, qui sont des facteurs de risque cardiovasculaires de manière générale. Et pourquoi le lien avec les vaisseaux et le cerveau? C'est parce que le cerveau, il fait à peu près 2% du poids de notre corps total, mais 20%, il consomme 20% de la quantité de sucre dont a besoin notre corps. Donc c'est un grand consommateur d'énergie, et pour lui amener toute cette énergie, il y a un grand réseau de vaisseaux. Le cerveau est extrêmement vascularisé, donc il y a plein de vaisseaux. Et donc si on commence à boucher nos vaisseaux, ça va évidemment augmenter notre risque d'infarctus, mais ça va également augmenter notre risque d'AVC, mais aussi que les petits vaisseaux du cerveau se bouchent petit à petit et contribuent à ce qu'on appelle la démence vasculaire. On parle beaucoup de surcharge pondérale, et notamment avec une étude qui est sortie cette semaine qui montre qu'en 2050, 60% de la population mondiale sera en surpoids ou obèse. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui sont en surcharge pondérale ont plus de risques de développer un Alzheimer? Alors surcharge pondérale, c'est moins montré. Obésité, oui. Ça dépend donc où on met le curseur sur le surpoids. Oui, ils sont plus à risque. Habituellement, à quelle fréquence consommez-vous de l'alcool? Moins de 6 verres par semaine ou jamais? Plus de 6 verres par semaine? Ne réponds pas, Tom. Et toi non plus, je crois, hein, d'ailleurs. Moi, je répondrais, je suis très honnête, plus de 6 verres, plus de 6 bouteilles par semaine. Ah, carrément. Là aussi, 60% moins de 6 verres. L'alcool et la maladie d'Alzheimer? Là, bien identifié également par 2 mécanismes. Premièrement, l'alcool, ça augmente votre tension artérielle, donc facteur de risque vasculaire, on vient d'en parler. Et deuxièmement, il y a une toxicité directe de l'alcool sur le cerveau. Il y a même des mécanismes par lesquels ça passe indépendamment de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle la démence alcoolique. Donc, il y a une toxicité sur le cerveau, sur la mémoire, sur la mémorisation. De toute façon, on s'en rend tous bien compte qu'on est quand même moins performant déjà quand on boit. Alors imaginez ça, si vous le multipliez par une chronicité, c'est pas très bon. Habituellement, à quelle fréquence pratiquez-vous une activité physique, y compris la marche rapide, au moins 1 heure? Alors je pense que c'est 1 heure par jour. Moins de 2 fois par semaine ou jamais, au moins 2 fois par semaine. Oh la vache, on n'a que des sportifs là. Bon Tom, je te demande pas parce que tu t'entraînes pour le marathon. Élodie, t'es sportive toi? Moi, oui. Alors, en ce moment, là, présentement, actuellement, un peu moins. Mais sinon, moi, j'ai toujours fait beaucoup de compétitions à cheval. J'en ai fait beaucoup. J'ai fait un peu de boxe. Enfin bon, à petit niveau, donc ça va. Je me suis pas pris vraiment des KO qui vont tuer des neurones. Sport à sensation. J'ai fait du parachute. J'ai fait... Le sport, l'activité physique essentielle. Je crois que si on a bien quelque chose qui a été démontré, c'est que les personnes qui font de l'activité physique, alors c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme 30 minutes d'activité physique quotidienne à une marche un peu plus rapide que d'habitude, comme si on allait louper son train ou son bus, que ces personnes-là font moins ou plus tard une maladie d'Alzheimer. Tout à fait. Un esprit sain dans un corps sain, ça s'est démontré dans les grandes études épidémiologiques que l'activité physique, c'est effectivement un facteur protecteur vis-à-vis des troubles cognitifs, quelle qu'en soit la cause. Teto sano dans un corpore sano. Non, anima sana in corpore sano. C'est ça, hein? Metz. Mais oui. Oui, Bah, oui, c'est ça. Oui, Attends, je parle grec ancien Morituiste aussi. et salutent et... Hein? Je sais bien qu'on dit pas teto sano. Duralex, Tom, c'est de l'ex. Duralex, c'est de l'ex. La loi est dure, mais c'est la loi. Exactement. Tu vois Bah, oui. Habituellement, avez-vous des hobbies ou voyez-vous de la famille et des amis? Au moins 2 fois par semaine, moins de 2 fois par semaine ou jamais? Vous, je vous pose pas la question, vu vos boulots, vous devez avoir beaucoup de monde. Ça, c'est très important parce que voilà, la solitude est aussi un facteur de risque d'apparition de la maladie d'Alzheimer. Oui, l'isolement social a été bien identifié comme un facteur de risque de troubles cognitifs et de maladie d'Alzheimer, notamment tardif cette fois-ci. La plupart des autres facteurs qu'on a abordés jusqu'à présent sont surtout des facteurs qui ont été démontrés
comme modifiable au milieu de sa vie, c'est-à-dire entre 30 et 60 ans. Celui-ci, l'isolement social, a vraiment été montré comme un facteur potentiellement modifiable après 60 ans. Donc c'est vraiment important après 60 ans, même si les contextes de vie est difficile parfois, de garder une stimulation intellectuelle variée qui passe par rencontrer du monde, parler et sortir. D'où l'importance de bien l'entendre, parce que les personnes qui entendent mal et qui ne sont pas appareillées, souvent pour des raisons financières, vont s'isoler parce qu'elles ne veulent pas qu'on dise, elles veulent pas faire répéter, elles veulent pas montrer qu'elles n'entendent pas, elles veulent pas passer pour des sourdes. Finalement, elles vont s'isoler pour ne pas être complexées. Et cet isolement va augmenter les risques de maladies neurodégénératives, d'où l'importance, si vous avez des proches autour de vous qui ne veulent pas se faire appareiller pour des raisons esthétiques, de leur dire que c'est fondamental parce que, c'est ce que j'explique à mes patients, la zone du cerveau qui est responsable de l'audition, si on ne la stimule pas, les connexions neuronales, les synapses dont on parlait tout à l'heure, les neurones vont se déconnecter entre eux et après on ne pourra plus récupérer. Absolument, la presbyacousie, pour reprendre le terme technique, est un facteur, même presque un des plus forts dans la commission la plus récente du Lancet, ce qui montre son importance. Le mécanisme par lequel ça passe, c'est probablement complexe parce que ça marche à la fois par le côté isolement social, par le côté aussi effort cognitif, puisqu'il va falloir se concentrer davantage si on entend moins bien aussi pour suivre une conversation. Et enfin, peut-être aussi, ça c'est moins clair, mais par des mécanismes dégénératifs, c'est-à-dire que les mécanismes de dégénérescence qui mènent à la perte d'audition seraient peut-être aussi quelque part génétiquement un peu liés à ceux qui se produisent dans l'Alzheimer. Un dernier mot sur l'alimentation, les oméga 3. On dit toujours que c'est très bon pour les neurones, les oméga 3 avec les poissons gras, l'huile de colza. Oui, ça a été montré notamment par les études sur le régime méditerranéen qui sont riches en oméga 3, en huile d'olive, en poisson, qui sont effectivement des régimes alimentaires plutôt protecteurs vis-à-vis de la maladie. Merci à tous les trois, vous restez avec nous. Merci beaucoup d'être venus nous répondre. On vous repassera les micros tout à l'heure. Si nécessaire, et Nicolas va revenir dans quelques instants. Je vais demander à Olivier de la Doucette et Bruno Dubois de venir me rejoindre sur ce canapé. Le docteur Olivier de la Doucette est président de la Fondation Recherche Alzheimer et Bruno Dubois, professeur de neurologie à l'université Sorbonne. Vous avez écrit d'ailleurs avec Nicolas ce livre. Voilà, l'Alzheimer n'est pas une fatalité. Alors on a vu qu'on pouvait agir sur les modes de vie, sur l'hygiène de vie. J'ai envie de vous demander à vous deux, à force d'entendre parler de la maladie d'Alzheimer et de voir tout ce qui peut nous permettre de l'éviter, est-ce que vous avez modifié votre hygiène de vie, vous ? Oula. On pose pas souvent les questions aux médecins sur eux-mêmes. Hein. Pas modifié, mais tu me posais la question tout à l'heure, de savoir où j'en étais sur mon plan personnel. Je suis normalement à la retraite, puisque je suis arrivé à l'âge où, dans la fonction publique, on arrête son activité. Oui, d'ailleurs, tu ne voulais pas que je le dise. Hein. Je peux te dire que je travaille autant qu'avant. Voilà. Donc, c'est une façon de répondre. Oui, alors, Bruno, lui, c'est la tête. Moi, c'est plutôt les jambes. Effectivement, je fais beaucoup de sport. Oui. J'essaie d'en faire 4 fois par semaine, puisque je vois les bienfaits. Et puis, effectivement... j'ai envie, je me suis mis en tête, j'ai une fille, je suis un jeune vieux papa et j'aimerais vivre 100 ans pour pouvoir la suivre très longtemps. Vivre 100 ans physiquement, c'est bien, mais il faut aussi que la tête suive et je pense qu'il faut donc être très attentif. Donc ce bouquin est très utile pour ça. Il m'a conforté dans tout ce que je savais un peu, mais c'est dit clairement par un certain nombre de spécialistes. Hein. C'est une dizaine de spécialistes qui, chacun dans leur domaine, ont apporté dans un chapitre ce qu'ils avaient à dire sur la prévention de la maladie d'Alzheimer. C'est édité chez HarperCollins avec la Fondation Recherche Alzheimer. Alors, on l'a dit tout à l'heure, on va en reparler, des traitements, il n'y a pas encore de médicaments à proprement parler. Il y a eu des essais, il y a eu des échecs, des déceptions autour de la thérapie. Mais avant de traiter, il faut faire un diagnostic. Et plus le diagnostic est fait tôt, et plus on peut essayer d'agir sur les symptômes. Et là, ça avance. Effectivement, aujourd'hui, il y a des progrès absolument incroyables qui sont liés à cette maladie. C'est que jusqu'à il y a, on va dire, au début des années 2000, on n'avait pas la possibilité de faire le diagnostic de la maladie de façon certaine parce qu'on n'accédait pas aux lésions cérébrale. On ne pouvait faire le diagnostic que quand les patients étaient décédés. Tu te rappelles, on parlait d'Alzheimer probable. Et puis, depuis une vingtaine d'années, on a la possibilité de connaître
chez les patients le statut de leur lésion cérébrale. On peut les visualiser par un examen qu'on appelle le PET scan. On peut aussi les visualiser indirectement en mesurant dans le liquide céphalorachidien par une ponction lombaire la concentration de ces protéines cérébrales dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui la possibilité de dire oui, les troubles dont vous vous plaignez sont bien en rapport avec la maladie puisque vous avez une diminution de la bêta-amyloïde et une augmentation de la tau. Mais, plus intéressant, on peut aussi maintenant le mesurer dans le sang. Oui, parce que le PET scan, il n'y en a pas partout. Exactement. Et puis la ponction lombaire, c'est un voilà. geste invasif, Voilà. on vous prend dans la colonne. Enfin, c'est... Exactement. Alors il faut être prudent. C'est dans le domaine de la recherche, c'est pas encore validé sur le plan clinique, mais aujourd'hui, nous pouvons, et on le fait à la Salpêtrière, et dans d'autres endroits, on peut mesurer la concentration de certaines protéines dans le sang, et ça nous donne la garantie qu'il y a, lorsque le taux est élevé, qu'il y a bien des lésions dans le cerveau. Donc c'est un outil considérable parce que maintenant, quand on a une personne qui se plaint, on va faire des tests. Si les tests sont pathologiques, on va se dire tiens, il y a peut-être une maladie d'Alzheimer et on peut le confirmer. À quelle échéance? Parce que oui, c'est compliqué aujourd'hui parce que c'est à l'état de recherche, mais est-ce qu'on peut imaginer que dans 5, 10, 15, 20 ans, par une simple prise de sang dans un laboratoire en bas de chez soi, on pourra nous doser nos protéines? Je pense que oui, on pourra le faire dans 5, 10, 15 ans. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a un enjeu considérable derrière cela. C'est que quand on a des symptômes de la maladie et qu'on a une biologie compatible, ça va, on est dans quelque chose qui est une maladie. Bon, mais quand on n'a pas les symptômes et qu'on sait qu'on peut avoir les lésions de la maladie alors même qu'on n'a pas les symptômes, là il ne faudra pas se tromper. Donc il va falloir qu'on ait une garantie formelle de la validation de cet outil pour pouvoir dire oui, on peut s'engager dans cette approche-là. Et en plus, le fait d'être positif dans le sang alors qu'on n'a pas les symptômes ne veut pas dire qu'on va développer la maladie ultérieurement. Donc il y a plein de questions derrière. Il faut être extrêmement prudent avec ces dosages sanguins. Et nous militons, et on a fait des articles dans la presse internationale, pour militer et dire attention, attention, c'est une bombe. Il faut y aller avec énormément de prudence. C'est intéressant, c'est de la recherche aujourd'hui. N'allons pas trop vite. On pourra quand même faire de la prévention primaire, c'est-à-dire que quelqu'un qui a dans le sang une élévation de ces protéines toxiques, on peut lui recommander encore plus qu'à quelqu'un d'autre de faire de l'activité physique, de changer son alimentation et de changer son hygiène de vie. Tu as parfaitement raison, et c'est ça l'enjeu, c'est bien ça. Et c'est en ça que c'est intéressant. Sauf qu'il faudra à ce moment-là faire attention à ce qu'on va dire, parce il ne faudra pas dire à la personne vous avez la maladie d'Alzheimer. Il faudra dire à la personne vous avez un risque, et on va prévenir la maladie en faisant telle et telle stratégie, etc. Donc ça c'est très intéressant. Tu as absolument, c'est comme ça qu'il faut voir les choses, et peut-être aussi utiliser des médicaments, si ces médicaments, comme on est en train de le montrer, nettoient les lésions. Mais là encore, alors justement, parle-nous des traitements. C'est ça qui est intéressant. Au début, tu as dit, on n'a pas de médicaments. On n'a pas de médicaments, encore que, ça y est, ils vont être mis sur le marché à l'Europe, ça y est, ils arrivent. Mais surtout, ce qu'il faut savoir, au-delà de l'anecdote du nom de ces médicaments et quand est-ce qu'on va pouvoir les avoir à notre disposition, c'est pas avant la fin de l'année, qu'importe. Mais au-delà de cela, ce qu'il faut comprendre, et c'est ça qui est passionnant, c'est que ce sont des médicaments qui nettoient 80% des lésions dans le cerveau des patients. C'est considérable. Une fois les lésions installées. Donc, si tu veux, c'est ça l'enjeu. C'est que, bien sûr, il faudra traiter les patients. Mais malheureusement, on a la conviction que quand on traitera des gens qui sont déjà malades, c'est probablement trop tard. Donc, il faut qu'on aille vers justement ce dont on parlait avant. Mais c'est de la recherche, c'est la science-fiction. Mais je pense que dans l'avenir, tu disais 5, 10, 15 ans, et bien dans 5, 10, 15 ans, je pense qu'on aura des moyens de repérer des gens à risque, de déterminer leur niveau de risque et de leur proposer ces médicaments qui nettoient les lésions, pour peu que ces médicaments ne soient pas eux-mêmes toxiques, compliqués. Ce qui a été le cas dans certains essais Exactement. Qui ont traité. Exactement. Olivier, la Fondation participe au financement de plusieurs travaux de recherche fondamentale et de recherche clinique en direction des patients. C'est quoi les orientations privilégiées aujourd'hui? Les orientations privilégiées, c'est d'abord de soutenir les meilleures équipes en France dans différents domaines. On a par exemple sur Paris, sur Montpellier, des équipes qui sont très pointues sur les biomarqueurs. Bruno Dubois vient d'en parler. On sait aussi qu'à Lille et à Rouen, il y a des gens qui sont très forts en génétique, très intéressant aussi. On va soutenir également des équipes à Bordeaux
qui, elle, travaille sur l'épidémiologie. On sait que à Strasbourg, il y a une équipe qui est très pointue sur une forme apparentée d'Alzheimer qui s'appelle la démence des corps de Lévy. Donc l'objectif de la Fondation, c'est d'apporter des fonds, mais de permettre à des équipes qui ont déjà un statut de upgrader leurs travaux pour vraiment être dans la compétition internationale. Il y a, je l'espère, des centaines de milliers de personnes qui vont nous regarder. Pourquoi il faut donner? Pourquoi il faut impérativement aider la Fondation et faire un don? Je vais te proposer 3 diapos, si tu veux bien. Les 2 premières, ce sont des cartes. Avant de regarder cette carte, il faut bien avoir en tête que le principal facteur de risque de la maladie d'Alzheimer, c'est l'âge. Plus on avance en âge, plus le risque augmente. Alors, la carte suivante nous montre l'évolution de la population mondiale en fonction de l'âge. On a souvent l'habitude de voir des cartes sur le changement climatique, mais celle-là est complètement inversée. C'est-à-dire que l'Afrique est toute verte et la Russie est rouge. Parce que on voit les pays qui vont vieillir, qui auront un nombre de personnes âgées très élevé, y compris la vieille Europe, bien entendu. Et vous voyez qu'en parallèle, le nombre de malades d'Alzheimer va tripler d'ici 2050. Donc on s'était dit tout à l'heure que quand tu nous as fait l'annonce de notre conférence, tu as annoncé 1 300 000 malades, 5 millions d'aidants. Bon. Donc vous imaginez, si on multiplie donc par à peu près 5 le nombre de gens concernés par l'Alzheimer, on aura pas loin de 700 millions de personnes qui seront impactées par cette pathologie. En France, ça représentera à peu près 20% de la population, entre les malades et les aidants. Alors on se dit, quand on voit cette carte, eh bien, on va tous se mobiliser. Il faut faire quelque chose. Et là, je propose la diapo suivante. Elle compare 2 pathologies. Une que nous connaissons très bien, qui est le cancer. Depuis 80 ans, toute la société se mobilise pour lutter contre le cancer. 70% des cancers aujourd'hui sont soignés et guéris en France. Au même moment, avec la maladie d'Alzheimer, qui représente à peu près le même enjeu de santé publique, ça fait à peu près 20 ans que vraiment on se mobilise, mais faiblement. On voit bien la quantité. Vous voyez la différence, il y a à peu près 20 fois plus d'argent qui va vers le cancer qu'Alzheimer. Eh bien, depuis 10 ans, on se mobilise, mais pas assez. Et on voit les résultats. Il y a 0 traitement pour nos patients. Donc, si on continue comme ça, on va tous être impactés par cette pathologie. Aussi bien la société, ça va bouleverser complètement les équilibres économiques, sociaux, mais aussi nous-mêmes, dans nos familles et peut-être dans notre propre existence. Donc, il faut s'y mettre. Il faut qu'on se mobilise tous pour lutter contre cette pathologie avec le même succès que celui que nous avons eu avec le cancer. Alors, ce qui est paradoxal quand même, c'est que, évidemment, le cancer, ça mobilise beaucoup d'argent, ça mobilise beaucoup des personnes touchées, ça touche les enfants aussi, donc ça sensibilise beaucoup plus la population. Et puis, les laboratoires investissent beaucoup dans la recherche contre le cancer, parce que la chimiothérapie, etc. On se demande toujours comment ça se fait qu'on n'a toujours pas de véritable traitement contre l'Alzheimer, ceux qui sont annoncés par Bruno, on l'espère dans quelques années. Mais le retour sur investissement pour un laboratoire qui découvrirait un traitement contre l'Alzheimer est considérable. Considérable. Comment se fait-il? C'est la difficulté de trouver ce nettoyeur des protéines, ou est-ce que c'est un manque d'investissement de l'industrie pharmaceutique? Je crois que d'abord, il faut bien entendre que Alzheimer, c'est une maladie du cerveau. Et c'est la dernière frontière du corps humain, le cerveau. C'est d'une complexité inouïe et on ne sait pas encore énormément de choses sur ce cerveau. Donc ça, c'est déjà la première chose. On travaille sur un organe qu'on ne connaît pas bien. Ensuite, c'est une maladie qui touche les gens dans le dernier tiers de la vie. Pendant très longtemps, on a considéré que finalement, c'était consubstantiel à la vieillesse. C'était finalement être un peu gâteux que d'avoir Alzheimer. Et c'était une forme de vieillissement un peu accentuée, mais finalement quasi normale, physiologique. Il est dément parce qu'il est vieux. Il est vieux, effectivement, et donc il est un peu dément, voilà, c'est comme ça. Donc on était dans une attitude très passive. On était passif, et en plus, on est dans une société, nos sociétés contemporaines, où la vieillesse est compliquée, et le vieux, c'est toujours un autre. Donc on a pendant très longtemps considéré que cette maladie était la maladie d'un autre, et qu'on allait la confier à un autre
pour s'en occuper. Et donc, voilà, on déléguait et on n'était pas concerné comme on a pu l'être pour le cancer. Pour répondre précisément à la question des laboratoires, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ton analyse parce que les laboratoires ont mis beaucoup d'argent. Ce ne sont pas des sociétés philanthropiques et ils savent qu'il y a un marché considérable. Donc ils ont mis beaucoup d'argent et ils se sont cassés le nez. Rappelle-toi, au début des années 2000, il y a quand ce premier vaccin qui nettoyait les lésions sur les souris Alzheimer, ils se sont dit, ça y est, bingo, on a gagné. Et il y a beaucoup d'argent qui a été mis et des laboratoires qui sont sortis complètement de la course. Pfizer est sorti de la course. Il y a plein de gros laboratoires qui ont jeté l'éponge. Voilà, donc je crois qu'ils se sont cassés les dents sur cette image du vaccin qui finalement apporterait la solution. Alors ça y est, on y arrive, mais ça a été très très long, très très long. Alors on va terminer. Nicolas, tu vas venir nous rejoindre si tu veux bien. On va terminer avec quelques questions. Si vous avez des questions dans la salle, vous levez la main, vous n'hésitez pas. Qui consulter quand on a des doutes sur un parent dans le déni? Son médecin traitant. Et le médecin traitant reste toujours le premier référent médical qu'on va aller voir et il faut qu'il le soit. Et lui-même va faire des choses, évidemment pas qu'un spécialiste pourra faire, mais il peut déjà faire des choses de dépistage et après ensuite référer au spécialiste qui sera soit un gériatre, soit un neurologue, selon l'âge du patient, voire un psychiatre, selon les causes. Donc, à mon avis, c'est toujours le médecin référent. Et après, c'est l'orientation vers un centre mémoire. Pourquoi les jeux de société sont adaptés pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer? Je te demande pas le nom d'un jeu. Non, mais d'une façon générale, tout ce qui stimule la cognition est favorable et pour peu qu'on puisse le partager avec d'autres, c'est encore mieux. Prends par exemple l'exemple du bridge. Je pense que le bridge n'est pas un jeu particulièrement intéressant si on le joue comme certains sans rien dire, mais si on y va pour retrouver les potes et puis discuter un petit peu et puis raconter ce qu'on a fait dans la semaine, c'est très bien, c'est plus ça. Et d'ailleurs pour ceux qui veulent faire de la prévention en se disant je fais des sudoku toute la journée et donc j'aurai pas d'Alzheimer, non, vous allez stimuler la partie de votre cerveau qui s'occupe des sudoku mais pas les autres. Donc voilà, il faut multiplier les tâches, faire des sudoku, des mots croisés, puis faire de l'activité physique. Si vous faites que des sudoku, vous serez bon en sudoku. Peut-être que vous aurez un Alzheimer et que vous pourrez continuer à jouer au sudoku. Alors, il y a 3 activités qui ont été repérées comme étant particulièrement efficaces pour stimuler la fameuse réserve cognitive. Eh bien, c'est apprendre une langue. Ensuite, c'est lire des bouquins, jouer d'un instrument de musique. Écouter, c'est très bien. Jouer, c'est encore mieux. À quel moment un passage en institution peut-il être bénéfique pour une personne atteinte ? Par rapport au maintien à domicile, etc. Moi, je suis psychiatre et gériatre, donc j'assure le service après-vente une fois que le diagnostic a été posé. Les gens qui vivent à domicile, qui ont des problèmes comportementaux et tout. Donc, il faut effectivement d'abord jamais faire de promesses à ses parents en leur disant jamais tu iras dans une institution. On ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Et il faut surtout pas non plus se dire que l'institution c'est mauvais. Non, par moment, il vaut mieux être dans une institution de qualité avec une prise en charge adaptée qu'un maintien à domicile très compliqué qui peut s'avérer même parfois difficile à la fois pour le patient et pour son entourage. Hein, donc, il faut être ouvert à tout. Il faut savoir que à peu près la moitié des patients finissent leur vie à domicile. L'autre moitié sera à un moment accueillie dans une institution. Il faut savoir la choisir avec soin. Dès lors que c'est le cas, eh bien, certains patients vont être beaucoup mieux dans une institution que chez eux. Ils auront des stimulations qu'ils n'ont plus. Ils auront une prise en charge qui leur permettra peut-être de gérer des comorbidités et on ne peut pas le faire à domicile. Ils auront des troubles du comportement qui seront gérés beaucoup mieux que dans un domicile où parfois c'est un huis clos qui peut s'avérer très destructeur. Nicolas, tu nous as parlé des gènes qu'on avait trouvés, qui étaient des gènes de prédisposition à la maladie d'Alzheimer. 80, tu dis qu'il y en a à peu près, ouais, non, oui, c'est ça. 80. Donc nous avons ici 2 exemples, Tom et Elodie, qui sont inquiets pour l'avenir et qui aimeraient bien savoir si ils sont ou pas porteurs de gènes de prédisposition. Est-ce qu'aujourd'hui, on a les moyens de le savoir ou est-ce qu'on aura les moyens de le savoir? Dans l'absolu, on a le moyen de le savoir. En l'occurrence, on ne le fait pas, c'est pas recommandé, pour la simple et bonne raison que, comme je vous le disais, déjà, il y a une multitude de gènes et à chaque
gène est conféré un surrisque statistique qui va de quelques pourcentages à quelques dizaines de pourcentages, donc qui ne va pas nous apporter finalement grand-chose et sur lesquels on n'a pas non plus de thérapeutique particulière. C'est-à-dire qu'on va vous dire, vous avez ce variant-là qui va vous conférer 5% de plus que la population de faire une maladie d'Alzheimer. Très bien, qu'est-ce que je fais, docteur ? Il n'y a pas grand-chose. Donc pour l'instant, on ne le fait pas pour cette simple raison. On le fait en revanche, question d'exception, pour ces cas dont je parlais tout à l'heure, extrêmement rares, de forme monogénique, où là, on a 100% du risque. Parce que là, on peut délivrer une information fiable qui a un impact vraiment sur la vie des gens et qui peut aussi avoir un impact thérapeutique. Les gens qui se savent porteurs, par exemple, peuvent faire ce qu'on appelle un dépistage préimplantatoire s'ils veulent avoir un enfant. C'est-à-dire qu'ils vont faire une fécondation in vitro, on va vérifier les gènes si l'embryon n'est pas porteur du gène. Donc on le fait si et seulement si le risque est connu et très fort, et si et seulement si il y a un impact thérapeutique. Donc pour tous ces variants faibles pour lesquels il n'y a pas d'impact thérapeutique, on ne le fait pas. Est-ce que si aujourd'hui on était capable de vous faire ces tests, on vous dit oui, si vous avez envie de le faire, vous le feriez? Honnêtement, je suis pas sûre parce qu'effectivement c'est ce que vous disiez, c'est que si c'est pour le savoir mais de pas vraiment avoir de traitement ou de choses qui puissent m'apporter un plus entre guillemets, j'aurais peur que ça me mine un petit peu trop par rapport aux bénéfices que j'en tirerais. Tom? J'ai envie de dire oui, mais je crois que je suis comme Elodie. En fait, je suis pas sûr parce que je prends le petit exemple de ma grand-mère. Si j'ai bonne mémoire, je crois qu'on lui a pas dit qu'elle avait la maladie d'Alzheimer. On a fait les diagnostics, il y avait un traitement, mais pour pas l'inquiéter encore plus et l'affoler, on lui avait pas dit, on n'avait pas posé le mot sur. On avait fait pareil. Ouais. Ça veut dire que le jour où, ce que je ne te souhaite pas, hein, mais si un jour tu as des symptômes et que on se dit que c'est la maladie d'Alzheimer, tu préférerais ne pas le savoir? Si, parce que maintenant, je trouve qu'on a quand même fait des petites avancées, et puis je pense qu'on peut diagnostiquer plus tôt, et ayant eu ce cas dans ma famille, effectivement, nous, on avait fait le diagnostic déjà peut-être un petit peu plus tard. Le fait que ce soit des grands-mères qui ont débuté la maladie, probablement, je veux dire, à 75 ou peut-être un peu plus, c'est simplement que la maladie est naturellement fréquente à partir d'un certain âge. Comme tu le sais, plus on vieillit, plus on va vers l'âge où la maladie est naturellement fréquente. Donc je dirais que c'est un phénomène presque banal. Et il ne faut pas non plus, à partir de là, s'inquiéter particulièrement et se dire, voilà, il y a une maladie génétique ou il y a une composante génétique, etc. Non, c'est relativement banal. Bon, il faut accepter ce risque. Plus on vieillit, et plus on est exposé à ce risque naturel. Merci à tous. Un dernier mot, Bruno. Cette conférence Digitals est organisée dans le cadre de la semaine du cerveau, du 10 au 16 mars, dont la Fondation Recherche Alzheimer est partenaire officiel. Tu nous dis un petit mot sur cette c'est une très belle chose. Tous les ans, pendant une semaine, il y a la mobilisation pour la semaine du cerveau sous l'égide de la Société française des neurosciences. Et donc, il y a plein d'activités dans plein de villes de France et il faut que tout le monde y aille. C'est très important parce qu'au bout de ça, il y a de la connaissance, de l'information, puis un peu d'argent aussi qui peut aller pour la recherche sur le cerveau. Et vous l'avez compris, il faut donner. Merci beaucoup. Merci Tom, merci Elodie. Merci pour votre témoignage et d'être venu. On peut les applaudir parce que parler de choses comme ça qui ont touché émotionnellement, c'est pas toujours facile, mais plus il y aura des témoignages comme le vôtre, plus on se dira que ça nous concerne tous. Et je vous rappelle ce livre, Alzheimer n'est pas une fatalité, Dr Olivier Dadoucet, professeur Bruno Dubois, avec la collaboration de Nicolas chez HarperCollins avec la Fondation Recherche Alzheimer. Merci beaucoup. Merci. Merci.